Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus en cette journée dominicale de jeûne de Ramadan. Bonne journée de jeûne à toutes et à tous. Au menu de Presse Plus aujourd'hui, la situation sécuritaire dans le pays. Certains de nos confrères en ont fait cas à la lumière des récentes attaques, en tout cas de la toute récente, celle de Abala en milieu de semaine. Abala, dans le département de Filengue, à quelques kilomètres de Niamey, qui a enregistré quelques morts, malheureusement. Et puis la situation socio-politique également. Et de façon générale, sur fond de révision de la Constitution, mais aussi d'affaires judiciaires que nous allons, autant que le temps nous le permettra, aborder au cours de Presse Plus cette semaine. Sauf qu'autour de la table aujourd'hui, nous n'avons que la moitié du plateau habituel de Presse Plus. Moitié en termes de nombre, mais pas en termes de qualité. Nous avons donc Dr Amadou Hassan Bouakar. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et il y a Ousseini Issa. Merci Ousseini d'être sur ce plateau. Bonne journée de jeûne. Ça pousse. On est au 8e jour aujourd'hui. Non, 9e Ramadan aujourd'hui, Inch'Allah. Alors donc, sécurité nationale, sécurité intérieure. Les attaques continuent, malheureusement, c'est le moins qu'on puisse dire. Le journal Le Nouveau Républicain titre Insécurité, à quand la fin du calvaire? Insécurité, à quand la fin du calvaire? Quant au journal L'Enquêteur du 2 juin, il a titré Attaque terroriste à Abala, 6 morts dans les rangs de l'armée, la riposte foudroyante des FDS. Attaque terroriste à Abala, 6 morts dans les rangs de l'armée, la riposte foudroyante des FDS. La riposte foudroyante des FDS parce que le groupe qui a attaqué Abala aurait été intercepté dans les environs de Bani Bangou et neutralisé par les FDS nigériennes qui ont bénéficié du soutien donc de quelques éléments armés de l'armée malienne et même des hommes du général Gamou, ce général qui a passé quelques semaines ici au Niger, à Niamey notamment, au temps fort de la guerre au Mali. Alors, voyons le résumé de cette attaque spécifiquement avec Balima Boureima, élément réalisé en milieu de journée du jeudi, donc avant que le communiqué officiel du gouvernement ne vienne préciser le bilan de cette attaque. Je propose de suivre. Selon les bilans non encore officiels, entre 2 et 7 agents des forces de défense et de sécurité ont perdu la vie de cette attaque qui a ciblé pour la première fois cette partie de la région de Tillabéri. Outre ce lourd bilan, les assaillants ont pu partir avec 5 véhicules et des armes. À en croire les différentes sources, les assaillants sont venus à bord de véhicules vers 19 h et ont pris pour cible les positions de la gendarmerie et de la garde nationale du Niger. Les échanges de tirs ont duré plus de 2 heures de temps. Jusqu'au moment de la réalisation de cet élément, à la mi-journée, il n'y a pas eu de bilan officiel. Abala, situé à environ 150 km au nord-est de Niamey, abritant un camp de réfugiés maliens, est le second poste attaqué en moins d'une semaine. Le poste de police de Petre-Kolé, dans le département de Terra, a été la cible d'une attaque ayant entraîné la mort de 2 policiers et d'un civil le samedi dernier. Après Difa, la région de Tillabéri reste la région la plus touchée par le terrorisme. Le camp de Mangaïsé, le poste avancé de la gendarmerie de Wanzerbe, le poste de la gendarmerie d'Aïrou et la patrouille de Atiloa. Cette dernière est la plus meurtrière avec une quinzaine de morts et autant de disparus. Et toujours la même rengaine, du côté des autorités, les assaillants ont été poursuivis sans pour autant donner les résultats de ce ratissage. Sur les réseaux sociaux, les condoléances se succèdent à l'amertume des internautes. Qui a perdu un parent, louant la bravoure de ce dernier, qui se demande à quoi servent les bases étrangères installées sur nos sols et même les moyens aériens. Autant de questions auxquelles les responsables politiques et militaires se doivent de donner des réponses. Alors, Hussein Issa, ainsi que notre confrère de la rédaction de Bonferré, Balima le rappelait, une série d'attaques quand même, une série d'attaques récurrentes, souvent à intervalles réguliers,
Dans le même mois, par exemple, à Yoru, Petelkole et à Bala, avant-hier, ça fait de plus en plus beaucoup et le bilan est macabre, le bilan humain, s'entend, est difficile à supporter. Bien, tout à fait, oui. Effectivement, on constate que depuis pratiquement quelque temps, c'est un peu la bande nord de la Véry qui est la cible, principalement des groupes terroristes et djihadistes qui sont dans le nord Mali. Malheureusement, c'est lié au fait qu'il y a une frontière. Ils peuvent aisément franchir la frontière, venir s'en prendre à nos éléments de force de défense et de sécurité, parce que quand ils viennent, généralement, comme on le constate, ce n'est pas aux populations civiles qui s'en prennent, ils s'en prennent directement aux postes militaires. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est des postes militaires qui sont attaqués. Bon, il y a bien des victimes collatérales souvent, où des civils trouvent la mort. Il faut déplorer ça. Il faut déplorer ça, mais il faut aussi dire une chose, c'est que tant que la situation au Mali, le nord Mali ne va pas être stabilisé, nous serons confrontés à cette situation-là. Et ce qui m'amène à dire une chose, c'est que je ne vois pas vraiment... Parce que quand il y a eu, au tout début, en 2012, quand il y a eu les premières attaques, quand ça a éclaté, les Français sont venus en renfort. Notamment dans le cadre de l'opération Serval. Nos troupes sont allées sur le terrain, oui. Ils ont ratissé pratiquement toute la zone avec les Tchadiens. On nous a dit que la région a été pacifiée. Et aujourd'hui, on se retrouve encore, pratiquement, c'est les mêmes chefs rebelles, on parle d'eux, et c'est les mêmes comme Yad Agali. C'est ces mêmes chefs rebelles-là qui sont là, ou du moins les chefs djihadistes et les terroristes, qui sont toujours dans le nord Mali. Moi, je me dis quelque part, avec tout ce qu'il y a comme on avait dit, forces étrangères qui sont mobilisées pour pouvoir sécuriser, pacifier cette zone, avec nos troupes qui sont là-bas, comment se fait-il que ces gens parviennent toujours, et ils sont toujours environ là. 1 millier de soldats nigériens sont présentement au Mali. Tout à fait, oui, sans compter la force Barkhane, sans compter les autres troupes qui sont là-bas aidées. Sans compter les militaires maliens aussi qui sont dans la zone. Mais tous les jours, ou quasiment tous les 2-3 jours, on apprend qu'il y a eu attentats, embuscades dans le nord Mali précisément. Et ces 2 ou 3 derniers mois, ou 4 derniers mois, on a l'impression qu'on subit plus d'attaques. On subit plus d'attaques. Maintenant, plus que le Mali. Il y a un débordement où ils s'en prennent de plus en plus à nous, mais également au Burkina Faso, parce que c'est la même bande. Quand ils pénètrent, ils peuvent aller jusqu'au Burkina Faso. Moi, j'ai dit, il y a véritablement problème. On ne sait pas comment le système de défense est organisé, mais toujours, il dit que normalement, quelle que soit un peu la superficie de cette bande-là, le nord Mali, on peut ratisser et puis pouvoir faire le nettoyage. Mais tant que ce n'est pas fait, je n'ai pas l'impression. Notamment avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, avec les drones, avec comment dire, les avions de guerre, on peut pouvoir faire facilement, en tout cas amener cette zone-là, ou pacifier cette zone-là, ou faire en sorte que la zone soit viable. Mais tant que cette zone n'est pas viable, tant qu'il y a toujours ces groupes-là, qui revendiquent quand ils font les attaques, tant qu'ils sont toujours là, moi je dis, il ne faut pas se faire d'illusions. On est toujours on est exposé et ils vont s'en prendre à nous, inévitablement. Tout à fait. Et ils le font généralement par surprise. Par surprise. C'est ça. Même si en ce qui concerne ces 3 dernières attaques, notamment, dont on parle le plus, parce que c'est les plus récentes, à Yoru, Petelkole et Abala, il n'y a pas eu de revendication d'abord. Bon, il n'y a pas eu de revendication, mais quand ils font l'attaque, ils prennent directement, ils repoussent, ils vont en direction du Mali. Ça veut dire que c'est du Mali. C'est des gens qui sont venus du Mali, pour venir faire l'attaque. Parce que tout simplement, quand ils finissent, ce n'est pas qu'ils continuent, c'est vers le Mali qu'ils retournent. Alors, dans la foulée, pour aller dans le sens dont Hussein a parlé, dans la foulée de ces attaques, donc au cours de cette semaine, notamment au début du week-end, l'armée française, dans le cadre de l'opération Barkhane, a effectué quelques ratissages justement. Et il semble qu'une vingtaine de djihadistes auraient été neutralisés à l'occasion de cette opération. Mais il est évident que ce n'est pas suffisant. Le Niger constitue à être, comme qui dirait, une des cibles privilégiées de ces djihadistes. Tout à fait. Donc, comme Hussein l'a dit, et puis vous l'avez rappelé, je pense que la récurrence vraiment de ces attaques prouve à suffisance la vulnérabilité, en tout cas, de notre pays, où le dispositif de sécurité actuel vraiment est totalement défaillant. Effectivement, je pense que si on voit tout ce qu'il y a comme base, en tout cas extérieure, base militaire extérieure sur notre territoire,
l'opération Barkhane qui est là au niveau du Mali et que pratiquement à l'espace de 10 jours, on fait 3 attaques, en tout cas coordonnées sur notre territoire et puis un peu le Burkina, comme M. l'a dit. Ça prouve que le dispositif sécuritaire actuel en tout cas, de notre pays est totalement défaillant. Et nous l'avons toujours rappelé sur ce plateau. Je pense que d'abord on l'a décrié, le fait qu'il n'y ait pas de base légale qui servirait de présence à ces forces militaires extérieures sur notre territoire. Bon, puisque on le constate à notre corps défendant, ils sont là, mais il faut qu'ils servent, qu'ils soient utiles justement pour notre sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, lorsque ces attaques seront beaucoup plus fréquentes sur notre territoire, un sentiment anti-présence de ces forces étrangères va se développer, puisque les gens vont se poser la question. On a dit, ils ont des renseignements. Or, on ne peut pas, sur le plan tactique, stratégique, faire la guerre tant qu'on n'a pas de renseignements. Ils ont des moyens aériens, des drones qui survolent à chaque fois, et je pense qu'ils doivent quand même fournir les renseignements nécessaires, même s'ils n'interviennent pas militairement aux côtés de nos forces de défense et de sécurité pour sécuriser, au moins ils doivent partager. Même s'ils ne veulent pas exposer leurs soldats mais dans le cadre de la défense d'un territoire étranger. Ils peuvent aider justement dans le domaine du renseignement pour que nos forces puissent vraiment se préparer. Parce que déjà, si, comme je l'ai dit, il y a eu 3 attaques dans la région de Tilaberi en peu de temps, je pense que les renseignements, quelque part, il y a eu un défaut de renseignement. Même si, si on se rappelle les propos du président de la République, cela sous-entend qu'il y a une collaboration en ce qui concerne les renseignements, parce qu'on se rappelle que le président de la République avait dit que sans ces forces étrangères, nous serions sourds et aveugles. Ça veut dire que ça sous-entend que les renseignements, enfin, que ces forces nous font partager les renseignements qu'ils gagnent. En tout cas, même si ce n'est pas tous. Oui, mais à l'épreuve de fait, on est dubitatif. Est-ce que réellement, ils partagent ces renseignements avec nous? Pour le profane, pour le Nigérien lambda qui ne comprend pas un peu la stratégie militaire, comment cette coopération sur le plan des renseignements s'est fait, et il nous aide beaucoup, mais en réalité, lorsque l'attaque devient récurrente, à chaque fois on nous attaque et on inflige des lourdes pertes, souvent en vies humaines, à nos forces de défense et de sécurité, mais on se pose la question, est-ce que réellement les renseignements sont partagés, en tout cas les plus utiles, sont partagés avec nos forces de défense et de sécurité. Et parfois, dans des localités qui ne sont plus ces localités isolées complètement à part, mais des localités plus ou moins importantes. À Yourou, par exemple, à moins de 200 km, à Bala également, à environ 150 km, et des localités assez importantes quand même. Oui. Où la vigilance. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il va falloir revoir cette stratégie, y compris le dispositif national sur le plan sécuritaire, pour revoir, puisque c'est cette région de Tilaberi aujourd'hui qui fait l'objet d'attaques récurrentes, c'est de revoir, et Hussein l'a dit, mais pourquoi ne pas organiser des manœuvres militaires, une histoire de ratissage dans la zone, parce que déjà la force Barkhane au Mali, nous-mêmes nous avons 1 millier de soldats, en tout cas les autres pays ont envoyé, donc à partir du moment où on sait que la base arrière de ces terroristes-là qui attaquent le Niger et le Mali, ils se replient, et le Burkina, du moins, il se replie au Mali, on peut organiser vraiment du ratissage le long de la frontière avec le soutien des moyens aériens des forces Barkhane. Maintenant, lorsque nos forces, en tout cas terrestres, vont les attaquer, ils vont vouloir en tout cas se replier, s'enfuir. Maintenant, les moyens aériens peuvent les frapper pour pouvoir le neutraliser. Je pense que tant qu'on n'organise pas vraiment une opération de ratissage de grande envergure dans cette zone, je pense qu'ils ne vont pas cesser vraiment de nous attaquer. On a l'impression aujourd'hui, dans le cadre de la guerre, en tout cas de la stabilisation du Mali, le Niger est devenu le maillon faible, parce qu'on paye le plus lourd tribut. Aujourd'hui, quand on fait les statistiques en termes d'attaques, des pertes en vies humaines, en matériel, ces derniers mois-là, le Niger a payé en tout cas le plus gros tribut plus que le Mali. Donc je pense qu'il va falloir revoir justement notre stratégie de défense et de sécurité, et puis pour vraiment que les forces étrangères également, soit si elles veulent continuer vraiment, il ne faut pas qu'il y ait un sentiment en tout cas anti-étranger, en tout cas anti-occidentaux, en tout cas qui va se développer, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils soient là, et puis chaque fois on nous attaque. Et c'est pas fini, parce qu'on rappelle que dans le même temps, les Italiens aussi sont en passe d'installer une base militaire ici. Moi je pense que l'autre aspect sur lequel je voulais intervenir, c'est de tout faire dans le cadre justement de cette opération de ratissage ou des poursuites qu'il faut engager, parce que le mode opératoire aujourd'hui de ces forces-là, ils viennent avec les véhicules des forces de défense et de sécurité de la gendarmerie ou de la garde nationale
ou même des véhicules militaires qu'ils avaient emportés lors des précédentes attaques. Donc je pense que... Une façon de détourner la vigilance également. C'est comme si c'est des amis qui viennent peut-être dans les cas, même si donc, ils doivent s'annoncer sur le plan militaire, puisque c'est une zone d'insécurité. Je pense que c'est de faire en sorte qu'on puisse récupérer ces matériels à défaut de les détruire. Là, on sait que maintenant, peut-être ils vont revenir sur les anciens modes opératoires, les motos et autres là. Et là, ce ne sera pas facile pour eux vraiment de s'attaquer à nos positions, à nos différentes positions. Alors, on parlait depuis 5 ans, depuis 2012, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au début de la guerre au Mali, ces 5 dernières années, le Niger paye régulièrement donc, le plus lourd tribut en ce qui concerne les attaques et même les pertes humaines, comme l'a dit Docteur. Or, depuis 2012 jusqu'à maintenant, on critique le système de défense ou donc le dispositif sécuritaire, etc. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de décision. En tout cas, il n'y a pas d'acte ou de mesures concrètes qui soient prises. Et c'est une des critiques qu'on fait à l'encontre du régime et du gouvernement que le président de la République ne sévise pas en tant que chef des armées pour un peu montrer qu'on a changé de fusil d'épaule et lutter plus efficacement contre ces attaques, même si le risque zéro n'existe pas. Oui, mais effectivement, quand vous suivez le discours officiel, chaque fois que le débat se pose, c'est qu'on fait comprendre qu'on a injecté beaucoup d'argent dans l'achat des armements, dans la prise en charge des militaires, on a renforcé les capacités opérationnelles. Mais véritablement, au regard de ce qui se passe sur le terrain, les Nigériens n'ont pas le sentiment effectivement que c'est le cas. Les Nigériens n'ont pas le sentiment. Mais l'un dans l'autre, c'est qu'il y a aussi une autre parade. Ils disent non, il n'y a pas un seul mètre carré du Niger qui a été occupé par qui que ce soit. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que à partir du moment où ils parviennent à franchir la frontière et venir s'en prendre à nos bases ou à nos positions militaires, moi j'ai dit on est déjà vulnérable. On est déjà extrêmement vulnérable. Et à chaque fois c'est le cas, et à chaque fois c'est des communiqués pour présenter les condoléances aux familles. Moi j'ai dit il faut changer, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, il faut changer de fusil d'épaule, voir un peu la stratégie. Parce que tel que ça se passe, parce que vous voyez un peu en l'espace de pratiquement une dizaine de jours, et il y a combien de localités qui ont été... En un mois, 3 localités. Pratiquement. Est-ce que ça a atteint un mois? Ça n'a pas atteint un mois. Un mois. Voilà. Voilà. Mais moi, je dis quelque part, ça ne va pas au niveau du dispositif, parce que normalement, et quand c'est la première fois, une première fois d'ailleurs, que les poursuites ont pu aboutir. Parce que généralement, quand il y a des poursuites, on dit, on a engagé des poursuites, mais les gens n'ont pas d'informations sur la suite. Tout à fait. Cette fois-ci, bon, heureusement, il y a eu, comme avait dit, une jonction de plusieurs forces, et c'est certainement ce qui a dû permettre de neutraliser, comment dire, les assaillants. Sinon, les autres attaques, les gens ils parviennent à s'en aller, à s'enfuir tranquillement. Moi, j'ai dit, au niveau du dispositif, bon, vraiment, il faut revoir les choses pour que la sécurisation de la frontière tout le long de la bande, que ça soit au moins effectif. Il faut que ça soit assuré. Et que chacun prenne ses dispositions, que le Burkina aussi prenne les dispositions de son côté. Parce qu'on parle de patrouille mixte, mais on n'a pas le sentiment, quand on apprend que des gens sont venus, ils ont attaqué et ils sont parvenus à s'enfuir. Parce que s'il y a des patrouilles dans les zones là, dans ces zones-là, il est très difficile quand vous venez attaquer une position, il est très difficile de pouvoir vous échapper, d'échapper. Avant de franchir la frontière, c'est sûr que vous allez être intercepté et comment on va dire, neutralisé. Alors, docteur, ailleurs, quand des situations comme ça se présentent, quand ça se complique, on prend des sanctions. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, pardon, quelques officiers dans le commandement militaire ici et là, et même l'état-major, il y a des sanctions. Même au Mali, où à un certain moment, récemment, le président malien a été obligé de prendre ce genre de mesures. Ici, depuis 5 ans, rien, et on continue de subir des attaques aussi meurtrières les unes que les autres. Oui, mais je pense qu'Abdraman, vous l'avez dit, on a dénoncé et on continue à les dénoncer toujours la question de la malgouvernance. Parce que c'est à l'image du pays, pratiquement dans toutes les sphères de l'administration, que ce soit dans l'administration civile ou militaire, effectivement, lorsque on ne sanctionne pas, quand les responsables, en tout cas à un niveau ou à un autre, commettent des fautes, ils ne sont pas punis. Effectivement, c'est tout à fait normal que le pays soit plombé, malheureusement. Donc, je pense que, et ailleurs, comme vous l'avez dit, récemment, on a vu, je crois que suite à une attaque vers Kidal, où le ministre de la Défense au Mali, justement, était démis de ses fonctions. Je pense que c'est effectivement, si on reconnaît qu'il y a une responsabilité
au niveau soit de la chaîne de commandement ou en tout cas une défense dans la mise en œuvre de la stratégie de défense et de sécurité, et que c'est vraiment lié à la faute, en tout cas au niveau de la chaîne de commandement. L'idéal, c'est qu'on puisse vraiment sanctionner les responsables et qu'on puisse du moins placer au niveau de ces chaînes-là, en tout cas, des hommes qui sont capables, vraiment qui maîtrisent un peu les stratégies militaires et pour pouvoir défendre. Et malheureusement, ces sanctions-là, on les voit surtout à la base, au niveau des soldats qui sont sur le terrain, qu'on a pu soit d'avoir abandonné leur poste ou soit d'avoir refusé de combattre. Les sanctions sont plutôt effectuées à ce niveau-là. Oui, mais dans la région de Tillabéri, oui, mais quand même, il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, en ce qui concerne la région de Difa, quand même, il y a au moins 5 officiers supérieurs qui ont été sanctionnés, qui ont été pratiquement radiés de l'armée. Bon, maintenant, je ne sais pas si on fuit. Est-ce que réellement la sanction doit se limiter à leur niveau? Je pense que, quelque part, comme vous l'avez dit, il y a lieu de s'interroger sur la responsabilité des hommes par rapport à ça. Non seulement, on l'a dit, la responsabilité des hommes, mais également, il faut voir les moyens. Parce qu'il paraît que, je ne sais pas, lors de l'attaque d'Ayoru, les forces de défense et de sécurité, quand il y a eu l'attaque, je ne sais pas, ils étaient surpris, ils avaient abandonné les positions, les gens ont fui, et puis bon, ils sont venus prendre les armements, ils sont partis. Bon, par exemple, ça, je pense que c'est quand même une faute, puisque on sait qu'on est dans une zone d'insécurité où l'état d'urgence est décrété compte tenu de la situation, effectivement, donc de l'insécurité. On ne doit pas baisser la garde, on doit être très vigilant. Parce que deux fois, je pense que le fait, même si les gens, il est arrivé des moments où les gens étaient en train de prier en congrégation, je pense que dans ces zones-là, les gens doivent avoir des stratégies où tout le monde ne doit pas prier au même moment. Je pense qu'il faut être très stratégique, et pour que l'ennemi justement ne surprenne pas. On a vu tantôt, on les a surpris à l'aube, à 4 h du matin, vers la prière de Soubi. Et puis récemment, l'attaque de Abala, c'est au moment de la rupture. Donc je pense qu'il y a des moments propices, en tout cas plausibles, pendant lesquels l'ennemi peut venir les attaquer, et je pense qu'il doit falloir justement que les gens soient très vigilants par rapport à ça. Mais sinon, je suis d'accord que lorsque tous ces actes-là, il n'y a pas des erreurs humaines qui soient sanctionnées, et quelque part ça pose un problème. Je voulais dire un mot par rapport à la présence des cas. Vous vous rappelez, je crois que lors de la dernière attaque, je ne sais pas c'était où le Jean-Yves Le Drian à l'époque, ministre de la Défense, était venu. Après, il avait annoncé, je crois, l'envoi de 80 militaires français dans la région de Tillabéri qui doit aider nos forces. Bon, je ne vois pas où ils étaient. Ça doit être l'attaque de Tiloa. De Tiloa, voilà. Donc, ils étaient où normalement ils doivent censés être permanemment sur le terrain en train d'écouter les assaillants et partager les renseignements avec nos forces de défense et de sécurité, ne serait-ce qu'ils sont dans la région de Tillabéri, pour pouvoir vraiment être vigilants et pour qu'ils ne soient pas surpris. Donc je pense qu'il va falloir vraiment redoubler d'efforts. Il faut qu'on sente que vraiment trop c'est trop. Il faut que, comme vous l'avez rappelé, que au moins les forces de défense et de sécurité ont lavé l'affront suite à l'attaque de Salah, parce que les assaillants ont été neutralisés. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut en tout cas redonner la fierté, la dignité donc à nos forces de défense et de sécurité qui étaient reconnues vraiment pour leur bravoure. On voit des nébuleuses, des terroristes en tout cas qui sont là, qui viennent à chaque fois, qui les attaquent. Je pense que qui les rendent davantage vulnérables, y compris vis-à-vis de la population, et je pense que ça pose un véritable problème de sursaut au niveau de toute la hiérarchie donc, militaire pour que cela vraiment cesse. Tout à fait. Une situation qu'on continuera à observer et sur laquelle nous reviendrons, Inch'Allah, les semaines à venir, vu de son évolution, bien évidemment. Alors, situation sécuritaire, mais aussi socio-politique, c'est pratiquement lié dans certains cas. L'enquêteur par rapport à la situation socio-politique, l'enquêteur du 30 mai, titre interview du président Issoufou au journal du dimanche, JDD. Il n'y a ni crise ni austérité au Niger. Il n'y a aucun durcissement. C'est des propos que le président de la République a tenus au cours d'une interview réalisée avec un journaliste du JDD, donc c'est le journal du dimanche, un journal hexagonal. Et relativement donc à ces propos, le Monde d'aujourd'hui, le journal, titre Issoufou renoue avec ses déclarations fracassantes. Issoufou renoue avec ses déclarations fracassantes.
Parce que juste avant cette interview et ces propos, le président Issoufou avait déjà déclaré qu'ils attaqueraient, en parlant de la situation sécuritaire au Mali et dans la zone sahélienne, que nous attaquerons au cœur de la menace, avait dit le président de la République, au Mali notamment. Nous attaquerons au cœur de la menace. Donc des déclarations jugées fracassantes par le journal Le Monde d'aujourd'hui. Et le journal L'événement, toujours par rapport à ce propos, et notamment à son interview au JDD, titre dans les colonnes du JDD, la mauvaise lecture du président Issoufou. La mauvaise lecture du président Issoufou. Voyons un peu, pas peut-être dans tous les détails, mais un peu les propos importants que le président a tenus au cours de cette interview dans cet élément de notre camarade de la rédaction, Sidiko Harouna. C'est la question sécuritaire qui a occupé l'essentiel de l'interview accordée par le chef de l'État nigérien. Face au piétinement sécuritaire au Mali, Issoufou Mahamadou a indiqué que la réponse appropriée à la situation n'a pas encore été trouvée, et pour cause. La MINUSMA dispose d'un mandat offensif, mais ne dispose pas des moyens de le rendre effectif. Pour le président Issoufou, il n'y a pas d'autre solution que militaire dans ce conflit qui les oppose aux djihadistes. Le chef de l'État nigérien a également évoqué la lutte contre l'immigration illégale et se réjouit de la réussite de la politique restrictive mise en place par son gouvernement en 2016. Chaque année, 100 000 migrants passaient par Agadez. Il n'était que 1500 en novembre. Nous avons donc stoppé ce flux vers la Libye. Nous avons démantelé des réseaux de passeurs et confisqué des véhicules. S'agissant de la situation sociopolitique et économique dans notre pays, Issoufou Mahamadou a assuré qu'il n'y a ni crise ni austérité au Niger. Il n'y a ni crise ni austérité au Niger. Notre croissance est honorable, 6% sur les 5 dernières années. Notre inflation est maintenue en dessous de 3%. Le président Issoufou estime qu'il n'y a aucun durcissement au Niger, parlant des acteurs de la société civile arrêtés et des manifestations interdites. Pour lui, si une manifestation constitue une source de trouble à l'ordre public, on l'interdit, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays comme le nôtre qui est en guerre. Pour lui, les libertés et les droits de l'homme sont respectés dans notre pays. Oh mais, vous savez, on est habitué à ce discours. Et à chaque fois, bon, c'est la négation systématique. La dénégation plutôt. Ça n'existe pas et s'il n'y a pas de crise, ça ne me surprend pas qu'ils le disent. Parce que quand on ne veut pas voir quelque chose, on nie. Sinon, tout le monde sait quand même qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes par rapport aux libertés aujourd'hui. Quand des manifestations pacifiques de rue sont systématiquement interdites, moi je dis ça constitue un sérieux problème parce que c'est la Constitution qui prévoit ça. Et qu'on dise qu'on est dans une situation d'insécurité, je ne vois pas quand même, c'est des adultes qui sollicitent de manifester et ils vont prendre les dispositions. Il y a eu des manifestations de tout temps dans ce pays. Les gens n'ont pas l'intention de casser, mais systématiquement on dit non, non, on ne peut pas marcher. Parce que tout simplement, voilà maintenant la nouvelle trouvaille, le pays est en guerre. Mais quand c'est de l'autre côté, ils veulent marcher, ça ne pose pas de problème. Maintenant, par rapport à la situation financière du pays, et à la situation socio-économique, politique. Oui. Mais on a vu, par exemple, cette année, quand même l'école n'a pas fonctionné, l'école publique. Ça a été pratiquement, l'année a été émaillée de grèves perlées. C'était des grèves perlées jusqu'à une période récente. Mais comme ils ont décidé quand même d'aller aux examens, de faire les examens, en dépit du fait que le programme n'a pas pu, en tout cas véritablement, si on doit évaluer le programme, c'est que le programme n'a pas pu être exécuté. Mais ils vont faire quand même les examens, parce que tout simplement, ils ne veulent pas assumer la responsabilité d'une année blanche. On a vu ce qui s'était passé à l'université de Niamey, où des étudiants qui n'étaient même pas sortis, c'est des revendications légitimes. Quand ils demandent la bourse, quand ils demandent de meilleures conditions de vie et d'études, c'est des revendications légitimes. On envoie les forces de l'ordre. Mais c'est garanti pour eux seuls. Mais de l'autre côté, au niveau, comment dire,
au niveau des acteurs politiques de l'opposition, ils sont brimés. Ils sont brimés parce que voilà ce que dit la Constitution. Mais quand ils décident de vouloir mettre ça en application, on leur dit systématiquement non et on les réprime. Mais à partir de ce moment, comment peut-on qualifier la situation du pays? Lui, il peut le dire parce qu'il ne veut pas reconnaître, et il a toujours eu cette posture-là, consistant à ne pas reconnaître les choses. Parce que c'est son régime qui est en train de faire, c'est de poser ces actes-là. Mais comme il s'agit d'un média un média étranger, bien entendu, il va dire que tout va bien dans son pays. Mais quand les gens vont venir, ils vont constater. Mais à chaque fois, c'est la dénégation systématique à leur niveau. Ils ne veulent pas reconnaître les choses. Ils sont en train de faire une bonne démocratie où tout le monde est bien, tout le monde est beau. C'est les autres c'est les mauvaises langues, ou du moins les autres, qui pensent que la situation est critique. Tout à fait. En tout cas, en ce qui concerne la situation économique et financière, on a quelques repères quand même. En mars 2016, le ministre des Finances de l'époque, Sidibé Sédou, on s'en souvient, était quand même devant l'Assemblée nationale et avait dit qu'ils avaient des difficultés financières et que le gouvernement a mobilisé à peine un tiers des ressources qui étaient prévues sur cette période et qu'il n'y aura pas d'investissement au cours de l'année 2016 ou 2017 parce qu'il n'y avait pas les moyens. Massaoudou, quand il est arrivé en octobre 2013, a quand même annulé des crédits à hauteur de 60 milliards de francs CFA parce que l'État n'arrivait pas à honorer certains de ses engagements. Et l'école, vous l'avez rappelé, c'est par manque de moyens souvent pour tenir ces engagements sur lesquels il s'est engagé avec les syndicats, que ces syndicats partent en grève, etc. Et les médecins spécialistes les médecins spécialistes également, et malheureusement, depuis quelques mois, on commence à rester des retards dans le paiement des salaires, etc. Les gens justifient cela par les conditions difficiles des finances, etc. D'ailleurs, certains ministres ou certains responsables du régime ne le nient pas, même s'ils ne l'avouent pas ouvertement. Donc vraiment, cela prête à débat, docteur. Tout à fait. Donc, bon, moi, comme Hussein l'a dit, je pense que ce n'est pas surprenant qu'on puisse assister à de tels propos, de tels discours qui sont totalement déphasés et qui sont coupés de la réalité, puisque effectivement, il y a eu beaucoup de crises beaucoup plus aiguës, en tout cas, le régime n'a pas reconnu. Donc, le déni de la réalité, je pense que c'est quand même l'une des caractéristiques en tout cas, de ce régime. Mais sinon, comme vous l'avez dit, vous avez pris quand même quelques exemples. Sur le plan économique quand même et financier, on ne peut pas parler qu'il n'y a ni austérité ni durcissement. Ni crise, voilà. Donc je pense que quand même c'est réel, puisque on voit aujourd'hui, on n'a pas besoin en tout cas d'être dans les arcanes donc, du pouvoir pour qu'on sache que véritablement il y a une crise économique et financière. Et même si effectivement il faut quand même reconnaître que l'État fait l'effort de faire face à ces dépenses de souveraineté, notamment le paiement de salaire, un peu la question de la sécurité, là il n'y a pas de problème, mais cela ne peut pas occulter vraiment la réalité et qu'on est en train de vivre. La question au-delà justement de tout ce que les gens ont dit, épilogué, bon, il y a certaines analystes qui disent que par exemple l'annulation des différents concours du ministère des Finances, du ministère de la Santé et procède des soucis budgétaires. Et vous l'avez rappelé que le ministre de Finances à l'époque, je crois que dans le cadre de débat je crois que c'était à l'occasion de la présentation solennelle de la loi de finances au titre de l'année 2016, où effectivement il a dit qu'il n'y aura pas d'investissement au cours, je crois, de l'année 2017. Et récemment, j'ai suivi, je crois qu'au cours de la réunion qui avait regroupé autour du Premier ministre, les ministres des Finances, les ministres de l'État, où ils avaient, voilà, par rapport à la famine, à la crise alimentaire qui pointe à l'horizon, où le ministre des Finances a dit, en tout cas, toutes les aides budgétaires, si possible, que les partenaires puissent vraiment nous les aider avant juin. Avant juin. Donc, il y a une date butoir, ce qui prouve qu'effectivement, à passer ce délai-là, il risque d'avoir un problème. Je pense que ce n'est pas un secret de polichinelle, la question de la crise économique et financière, la question de non-respect des libertés fondamentales, également, c'est une réalité. Parce que la situation est en train en tout cas, de s'accentuer du jour au lendemain. La dernière fois, on a parlé même d'une certaine dérive autoritaire en termes justement de bafouement des libertés, en tout cas consacrées par la Constitution. Je pense qu'on ne peut pas dénier toutes ces réalités pour dire que, comme si le Niger c'est un pays
où tous les principes démocratiques et les principes de l'état de droit sont respectés vraiment à la lettre, je pense qu'il y a quelques difficultés que nous sommes en train de vivre. Bon, là, c'est le chef de l'État qui l'a dit. Lui-même, il ne peut pas quand même reconnaître qu'à l'extérieur, qu'il y a une crise, et vraiment, il y a de l'austérité ou du doucement, il ne peut pas le faire, parce que ce n'est pas aussi facile et pour, en tout cas, l'homme d'État, d'avoir le courage, justement, de reconnaître que ce qui est, surtout lorsque ce sont les opposants et la société civile, en tout cas, qui dénoncent tous ces travers-là, et que, en le faisant, peut-être en le reconnaissant, c'est comme s'il donne raison. Il donne raison à ceux qui critiquent. Tout à fait. Vous convenez que ce n'était pas du tout facile pour le président de la République, effectivement, de reconnaître qu'il y a une crise. Il y a une crise à ce niveau. Alors, l'enquêteur du 30 mai, lui, va plus loin. Le journal, l'enquêteur, le quotidien du 30 mai va plus loin en titrant deuxième quinquennat du Issoufou, 423 jours de recul. Deuxième quinquennat du Issoufou, 423 jours de recul. Et oui, docteur, encore vous, avant de revenir au CENI. Oui, c'est vrai que ça fait un an, pratiquement, un peu plus d'un an, que le deuxième mandat de Issoufou Mahamadou a commencé. L'enquêteur pense que par rapport au premier mandat déjà, on a constaté un certain recul sur ces points, notamment le respect des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, les libertés de manifester, les libertés d'opiner, etc. Mais aussi dans la gouvernance économique et financière où il y a des crises économiques et financières du fait du détournement des deniers publics à certains niveaux, la corruption également, et la lutte contre l'impunité n'a pas marqué le pas, n'a pas pris un envol assez important. Tout à fait. Moi, je pense que cela est relatif au contexte dans lequel, effectivement, le deuxième mandat du président Issoufou a commencé. Vous vous rappelez déjà, en avril, je crois, 2017, je crois, quand il avait pris donc fonction, c'était dans une situation un peu de morosité. Avril 2016. Excusez-moi, le 2 avril 2016. Oui, voilà, en avril 2016, c'était dans une situation un peu de morosité économique où vraiment on a des difficultés et vraiment à pouvoir gérer, à faire face aux dépenses de l'État. Si vous vous rappelez, à l'époque, déjà les gens décriaient le nombre pléthorique des membres du gouvernement. Il fallait réduire le train de vie de l'État pour pouvoir faire des économies et puis affecter justement ce crédit-là à des secteurs prioritaires, en tout cas à des choses beaucoup plus importantes. Et maintenant, lorsque le gouvernement a été formé, on a vu que c'était un gouvernement à la limite pléthorique de 42 de membres, et ainsi de suite, on avait et tout ça est décrit. Donc je pense qu'aujourd'hui, si malgré la mise en place en tout cas du gouvernement, après le second mandat du président, ici, c'est l'événement qui parle de 423 jours de recul. L'enquêteur, 423 jours de recul. Je pense que quelque part, et justement en comparant le premier mandat, le début du premier mandat du président Issoufou et le second mandat, effectivement, et au regard de réalisation de la façon dont le pays est géré, en tout cas, on a l'impression qu'au cours du second mandat, on est en train de faire du surplace, pratiquement, parce que la situation économique et financière n'est pas favorable justement à la réalisation de beaucoup de programmes contenus dans le programme de la Renaissance Acte 2 du président. Et maintenant, en termes justement, comme vous l'avez dit, de respect des libertés et des libertés fondamentales, donc là également, ça pose un véritable problème, puisque de plus en plus, on assiste à une interdiction, comme je l'ai dit, générale et absolue de droits de manifestation, donc de la part surtout des acteurs de la société civile, ce qui n'a pas été le cas, au moins pendant le premier mandat. Il y a eu du respect quand même de ces libertés où les gens manifestaient, il y avait la liberté d'expression, les gens disent ce qu'ils pensent, mais si bien que même aujourd'hui, quand même les gens, dans une certaine mesure, les gens s'expriment, mais quand même c'est la liberté de manifestation, en tout cas, qui est systématiquement interdite. Donc, de ce point de vue, je pense que si on met en ligne de compte tous ces aspects-là, on a l'impression qu'effectivement, au début de ce second mandat, il y a des difficultés que rencontre le gouvernement. Par rapport à la question de la gouvernance, le détournement, bon, les dossiers de détournement, c'est des dossiers du premier mandat. Peut-être on les a découverts, mais au second mandat. Au cours du second mandat, mais ça piétine. Oui. On a l'impression que bon, le dossier n'évolue pas, n'eût été en dehors du moins, j'allais dire, du dossier de Soraz, donc avec la dilapidation des biens où
beaucoup de choses ont été récupérées. Je crois qu'au niveau du parquet, les gens ont remis. Il y a beaucoup de dossiers sur lesquels, justement, le président est attendu, comme lui-même il l'a promis, le second mandat sera axé sur la bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité et la consolidation des institutions démocratiques. Voilà, et la consolidation des institutions démocratiques. Aujourd'hui, l'affaire des concours, vous avez vu que la session ordinaire de l'Assemblée nationale a été clôturée, une nouvelle session extraordinaire est ouverte, mais il n'y a pas la question de la levée de l'immunité parlementaire du député et la mise en accusation des deux ministres, dont l'un justement impliqué dans le cadre... On en parlera tout à l'heure. D'accord, oui, bon. tout à fait. Alors, 423 jours de recul selon le journal L'Enquêteur depuis le début du second quinquennat de Issoufou Mahamadou. Selon le docteur, même si on ne recule pas quand même, on fait du surplace. Mais effectivement, quand on regarde, on essaie de faire un peu la comparaison. Parce que quand ils étaient arrivés au pouvoir, comme on avait dit, en 2011, il y avait l'embellie. Parce que ils venaient d'arriver, il y avait quand même suffisamment de ressources. Il y avait le pétrole venait on a commencé à exploiter le pétrole, tout ça. L'uranium, on allait mettre, en exploitation, Imouraren, tout ça, c'était quand même des... Il y avait l'embellie, bon, ils sont venus... Il y avait aussi une espèce d'état de grâce quand même, dont bénéficiait le nouveau régime qui a été mis en place après la transition. D'abord, dans un premier temps, il a voulu montrer qu'effectivement, ce qu'il disait quand il était à l'opposition, notamment qu'il allait combattre farouchement la corruption, l'impunité. Mais dès les premiers les premières semaines, quand il y a eu le scandale là, du ministère de la Santé, là, avec, oui, tout à fait, là, on a éteint le dossier et puis on a rapidement changé le dispositif et puis c'est tout. Et à partir de ce moment, on disait, bon, on ne pouvait pas lutter parce que tout simplement, un allié en nous, notre allié, principal allié, c'est lui vraiment... C'est lui l'obstacle. Bon, on s'attendait à ce qu'à partir du moment où cet allié-là a quitté la barque, dès 2013, qu'on se mette quand même à appliquer ce qu'on avait dit, notamment la lutte ardue contre la corruption et l'impunité. Malheureusement, c'est à ce moment que ça a commencé. On débauchait des députés pour pouvoir un peu renforcer, comment dirais-je, la majorité, tout ça. On faisait des machins au niveau des partis politiques, tout ça. Concassage des partis politiques, on prenait l'argent, on donnait. Mais évidemment, quand on rentre dans le deuxième mandat, et on a vu comment ça s'est passé pour accéder à ce deuxième mandat-là, à partir de ce moment, les difficultés vont surgir. On a fait des recrutements à tour de bras sans se poser la question comment on peut, en tout cas de l'autre côté, du point de vue de la croissance économique, c'est pas ça. Sans tenir compte de ça, on s'est permis, dans un élan populiste, pour montrer que, bon, nous, mais aujourd'hui, on cherche quand même à vider tout ce beau monde-là qu'on a recruté. Mais de l'autre côté, le train de vie de l'État, on veut le maintenir. C'est ça, toute la difficulté. Notamment le coût du personnel politique. Le coût du personnel politique. Pendant qu'on ne peut pas payer pratiquement à des médecins spécialistes qui demandent 17 millions de francs par mois. Mais de l'autre côté, quand on regarde un peu, et qui n'ont aucune plus-value, ils n'apportent rien du tout. Tous ces beaux conseils, tous ces conseillers, cette pléthore de conseillers, qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils apportent? Les ministres, aujourd'hui, les gens ont beau dénoncer, mais on constate que bon, on ne peut pas toucher à ceux-là qui ont été nommés. C'est toujours la logique. Le dernier gouvernement français, 22 ministres. Voilà. C'est toujours la logique du partage. Et le gouvernement actuel, déjà 43 ministres. Aujourd'hui, on cherche comment d'autres mécanismes pour pouvoir mobiliser plus. Mais on a renoncé à beaucoup de choses. On a renoncé à l'uranium. On a renoncé pratiquement à notre pétrole parce que la Soraz aussi aujourd'hui vend le pétrole à l'extérieur, le carburant raffiné à l'extérieur. On a renoncé à beaucoup de choses et bien entendu les difficultés économiques sont là, les difficultés financières sont là. Et ça va persister tant que on n'arrête pas pour regarder les choses en face et prendre les mesures qui s'imposent. Et notamment concernant la lutte contre la corruption et l'impunité, c'est qu'il faut poser des actes. Le tout n'est pas de dire on va lutter contre la corruption, mais il y a plein de choses qui sont là, il y a plein de cas qui sont là, qui doivent normalement trouver, qui doivent être corrigés, qui doivent être sanctionnés. Le fait d'armes ici, dans la lutte contre la corruption et l'impunité, a été quand même la création de la Halcia. Bien sûr. Dès le premier mandat. Mais bien sûr. Oui. C'était ça, mais c'est une institution. C'est ça qui a permis d'ailleurs au pays d'engranger quelques points. Mais sur le plan pratique même, qu'est-ce qui est fait?
Aucun grand procès quand même. Ouais, Voilà. pas grand-chose. Sur les grands dossiers de corruption. L'affaire du concours de la santé, quand même, c'est emblématique en termes de, comme avait dit, l'ampleur de la corruption dans ce pays et du trafic d'influence dans ce pays. Et là, ça devait être sanctionné sévèrement. Mais ça n'a pas été le cas. Tout à fait. Ça n'a pas été le cas. Les gens ne se pas vendre. Et puis, on a pénalisé des jeunes gens qui sont admis régulièrement à ce concours-là. Parce que tout simplement, il y a quelques pontes du régime qui ont transmis des listes pour qu'on fasse. Et on annule le concours pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, quelques dossiers judiciaires ont connu une certaine évolution. Cette semaine, les journaux sont revenus sur ces deux dossiers au moins. Il s'agit du cas de Amadou Jibo dit Max et puis cette affaire des bébés importés. L'enquêteur du 30 mai, toujours par rapport au cas de Max, Amadou Jibo dit Max, donc titre 6 mois de prison requis contre l'opposant politique. Le jugement mis en délibéré pour le 6 juin. 6 mois de prison requis contre l'opposant politique. Le jugement mis en délibéré pour le 6 juin. Rapidement, en ce qui concerne ce cas, avant d'arriver à celui des bébés importés, docteur, en 30 secondes, il a été jugé au fond. Finalement, les exceptions ont été rejetées. Amadou Jibo dit Max a été jugé au fond la semaine passée et le délibéré est mis pour le 6 juin prochain, ça veut dire la semaine prochaine. C'est demain, non Mardi. Oui, le 6 juin. Donc on attend et il est retourné en prison pour attendre. Donc, le délibéré, oui. Bon, on attend effectivement, parce qu'au regard de la qualité de la plaidoirie, en tout cas des arguments que les avocats de la défense avaient développés au cours donc de l'audience, je pense que le juge saura en tout cas souverainement apprécier les faits pour voir est-ce que effectivement les faits sont établis pour qu'on puisse en tout cas retenir la culpabilité. Poursuivi comme pour supposition de complot. Bon, oui, mais maintenant, comme je l'ai dit la dernière fois, moi je n'ai pas eu l'occasion d'écouter l'élément sonore, malheureusement qui n'a pas été transcrit, pour savoir exactement ce qu'il a fait et qui peut être qualifié de supposition de complot pour qu'il puisse justement être sanctionné. Mais de toutes les façons, comme je l'ai dit, le juge va apprécier si les faits sont établis ou pas et puis éventuellement en tant que délinquant primaire certainement au cas où ils auraient retenu cela, peut-être de le condamner avec sursis à défaut. Le parquet a requis 6 mois de prison ferme. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Bon, en tant que délinquant primaire, c'est pour la première fois, certainement, il n'a jamais fait l'objet de condamnation. Et sûrement qu'au cas où même on retient des charges contre lui, ils estiment que les faits sont établis, il ne peut être condamné et certainement avec sursis. Maintenant, à défaut, lorsque les faits ne sont pas suffisamment, en tout cas, établi, donc sûrement il sera purement et simplement relaxé. Et je pense que ça va un peu décrisper le climat politique, puisque quoi qu'on dise aujourd'hui, pour beaucoup de Nigériens, c'est un procès vraiment politique, puisque c'est le chef de file, en tout cas, du FRDD, le regroupement des partis politiques de l'opposition, pour s'être exprimé et qui risque d'être condamné. Et je pense que ça, c'est la matérialisation justement de cette dérive autoritaire et vraiment de l'atteinte grave aux libertés fondamentales reconnues et protégées par la loi fondamentale de notre pays. Tout à fait. Alors, Hussein. Bon, mais rapidement, moi, ce que je veux dire pour compléter Amadou, c'est qu'on constate bien entendu, c'est pour revenir un peu à ce que le président avait dit au journal, qu'il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, quand on fait un peu le poids, la balance, on constate que du côté du pouvoir, dans les camps de pouvoir, il y a beaucoup de gens qui, normalement, si le travail, en tout cas, de lutte contre l'impunité devait se faire, il y a beaucoup qui ne seraient pas aujourd'hui dehors. Il y a des gens qui sont sortis, mettre au défi, insulter des juges, tout ça. Il n'y a rien de s'est passé. Mais voilà quelqu'un, un opposant, on le prend, on le met en prison, il y a le procès qui se tient, on attend voir quel va être le verdict. Mais de l'autre côté, si on est dans une démocratie vraiment digne de ce nom, c'est qu'on ne doit pas laisser faire de l'autre côté aussi. Bien sûr. Ils sont des citoyens et tous les citoyens sont égaux devant la loi. De l'autre côté, les gens peuvent rester impunis, mais quand il s'agit de l'autre camp, c'est systématique. On prend et puis il est presto, on met la personne en prison en attendant de quoi lui coller et lui faire un procès, tout ça. Mais les gens, ça saute à l'œil. Ce qui est en train de se passer. Les gens ne sont pas... Qui va dire qu'il y a une équité dans la lutte contre l'impunité dans ce pays-là? C'est ça en fait l'enjeu. Les gens sont frustrés parce que tout simplement ils constatent que de l'autre côté,
Il y a des gens qui restent impunis, quelle que soit par ailleurs la gravité des actes qu'ils posent. On cherche même à les protéger. C'est ça qui n'est pas bien dans une démocratie. On ne peut pas dire à partir de ce moment que c'est bien la démocratie telle que se passe, fonctionne bien. C'est pas vrai. Tout à fait. Alors, le second cas, c'est le cas judiciaire. Il s'agit de l'affaire des bébés importés qui a également connu une évolution cette semaine. Et les journaux en ont parlé, bien évidemment. L'actualité, le journal L'actualité, l'hebdomadaire, donc, a titré Affaire bébés importés. Les condamnés sur le point de regagner la prison. Les condamnés sur le point de regagner la prison. Et c'est déjà fait, puisque apparemment l'actualité est un peu en retard par rapport à ce numéro a apparu avant que la décision ne soit prise. La roue de l'histoire, lui, est plus actuelle, en titrant Les condamnés retournent à Kolo et à Saï. Les condamnés retournent à Kolo et à Saï. Et l'enquêteur du 31 mai, affaire bébé importé, retour à la case prison pour les condamnés. Retour à la case prison pour les condamnés. Et puis le journal L'événement qui titre Les condamnés à Kolo et à Saï pour purger leur peine. Les condamnés à Kolo et à Saï pour purger leur peine. Alors, jugé, condamné à la cour d'appel le 13 mars dernier, il a fallu donc cette fin du mois de mai, coïncide avec le début du mois de Ramadan, pour voir ces condamnés incarcérés, en tout cas mis sous mandat de dépôt dans différentes prisons du pays pour purger leur peine, pour la plupart un an de prison ferme ou 5 ans de prison ferme pour certains, 2 ou 3. Je propose de suivre cet élément réalisé le jour même donc, de cette mise au mandat de dépôt, de ce condamné dans l'affaire des bébés importés avec notre camarade de la rédaction de Bonferré, Aïdara Issouf. Depuis l'annonce de son verdict sur l'affaire dite des bébés importés en mars dernier, il a fallu attendre jusqu'au mois de mai pour que la Cour d'appel mette en exécution son verdict en décernant les mandats de dépôt aux personnes concernées dans cette affaire. Un retard qui s'explique par nombre de raisons, selon Maître Souley Oumarou. C'est que vous savez, lorsque la décision était intervenue, il y avait été parmi les personnes condamnées, certains qui sont présentés spontanément au procureur pour dire qu'ils sont prêts à partir terminer leur peine. Et on leur a dit non, vous attendez le temps que quand on a besoin de vous, on viendra. Le parquet avait le loisir ou non, ou la cour elle-même. Parce que la loi sur la cour dit que lorsqu'on prononce une peine de cet ordre-là, c'est-à-dire donc autour d'1 an à 5 ans, la cour doit décerner un mandat de dépôt. Ça, c'est la loi, même c'est impératif. La cour doit l'ordonner. Mais la cour ne l'a pas ordonné. Pendant tout ce temps, la décision n'a pas été rédigée par ceux qui l'ont rendue. Les gens pouvaient parfaitement ne pas exécuter cette décision. Il n'y avait aucune obligation en tant que telle. Les gens, eux, ont maintenant, malgré tout ce le brouhaha que cette affaire a fait dans ce pays, malgré la réprobation maintenant finale de l'opinion, son rejet et à la limite pratiquement son vomissement vis-à-vis des méthodes qui ont été dans cette affaire, les gens avaient pensé que les autorités allaient passer à autre chose, de ne pas s'acharner sur des gens. La période prise pour l'exécution de cette décision a créé une situation d'indignation auprès des conseillers des prévenus, notamment si l'on prend en considération cette période du carême, s'explique Maître Souley Oumarou. Nous sommes écœurés de voir que des personnes qui se réclament de la piété islamique, qui bombent la patrie, qui ont été en pèlerinage pour laver leur péché, donc puissent quand même incarcérer des gens. Certains dangers, dans le cas de personnes comme Moussa Hayatou ou comme Maliki Barhouni, eux, leurs épouses sont en prison, eux, ils sont en prison, et naturellement, maintenant, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc, c'est vous dire que je ne vois pas où est la part d'humanité, de justice et de valeurs morales et sociétales de chez nous dans cette affaire-là. Pendant le mois de carême, on prend des gens, on les jette en prison, comme si ces gens allaient fuir.
Pour rappel, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hamma Amadou, son épouse, Abdoulabou et 13 autres ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement ferme. Ces derniers et 8 autres condamnés, hormis Hamma Amadou, ont déjà passé leur première nuit dans les prisons de Kolo et Saï, où ils purgeront les restants de leur peine. Docteur Amadassan Baka, rapidement. Oui. Donc, effectivement, on était surpris d'entendre la dernière fois que les personnes condamnées dans le cadre donc, de l'affaire de bébé importé, donc l'arrêt de la cour d'appel de Niamey qui a été rendu le 13 mars, donc ont été convoqués à la gendarmerie, et certainement, et pour pouvoir exécuter, effectivement, c'est ce qui fut fait. Justement, la surprise, c'est que c'est pendant le mois béni donc, de Ramadan, comme Maître Souley l'a rappelé, par exemple, pour une famille dont les parents, les pères en tout cas, et les mères sont condamnés, pratiquement tous vont se retrouver en prison, donc pratiquement les enfants vont se retrouver seuls pendant ce mois béni de Ramadan. Je pense que c'est un peu ça, je ne sais pas ce qui a justifié l'opportunité d'exécuter aujourd'hui la décision donc rendue le 13 mars. Bon, peut-être, je ne sais pas, ils ont pris le temps de rédiger, comme il a dit, l'arrêt, et que bon, ils ont décidé de passer à l'exécution. Vous le savez, même s'il y a le pourvoi en cassation, le pourvoi n'étant pas suspensif, effectivement, ils peuvent décerner mandat de dépôt contre ces personnes-là pour purger le restant de leur peine. Je pense que c'est ça qu'ils ont décidé à ce moment précis et de le faire. Mais comme il a dit, je pense que l'idéal serait peut-être de les faire immédiatement après, et comme il a dit, parce qu'il y a des gens qui se sont présentés au niveau du parquet pour dire qu'ils sont prêts à aller purger le restant de leur peine, mais on a dit d'attendre, et puis bon, contre toute attente, justement pendant le mois de carême, on les appelle pour, je pense que c'est un peu ça que moi personnellement je déplore dans cette affaire. On aurait dû, même si on a décidé cette fois-ci d'exécuter la décision donc de condamnation, peut-être laisser les gens passer en tout cas le mois de carême en famille. Maintenant, après la fête, maintenant, si on veut, effectivement, on peut exécuter vraiment la décision. Mais bon, ils l'ont décidé ainsi, et puis bon, je pense que on ne peut que observer ce qui a été décidé. Tout à fait. Alors, autre chose que les gens critiquent, c'est le sort des enfants. On sait que la filiation des enfants, de ces enfants-là, n'a pas été déterminée auparavant, et leurs parents supposés sont condamnés, et la condamnation ou la décision de justice ne prend pas en compte le sort de ces enfants. Ça fait l'objet de réprobation de la part d'une bonne partie de l'opinion publique nationale. Tout à fait. Mais si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait eu un débat par rapport à la question de procédure, puisque c'est une affaire donc, de supposition de bébé. Il fallait au préalable décider justement de la filiation donc, des enfants. C'est en ce temps-là que lorsqu'on aura établi que ces enfants-là ne leur appartiennent pas, ils appartiennent à leurs parents, en tout cas légitimes ou réels sont ailleurs, c'est en ce temps-là que l'infraction de supposition de bébé est constituée. Je crois que le débat a eu lieu, ce qui a fait l'objet de la décision, je crois que d'incompétence du premier juge, voilà, par rapport à ça, où effectivement il a expliqué qu'il fallait d'abord que la question de filiation soit tranchée avant de passer à autre chose. Et aujourd'hui, sur le plan juridique, effectivement, cela viole la Convention sur le droit de l'enfant et la Charte africaine du droit et du bien-être de l'enfant, ou dans toute question, puisque aujourd'hui c'est les enfants qui sont concernés dans cette affaire. Donc on n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, mais aujourd'hui ces enfants-là, mais ils appartiennent à qui? Est-ce qu'ils vont rester avec les parents qui ont été condamnés? Pour le moment, c'est le cas. C'est un problème, parce qu'il va falloir effectivement revenir au civil, justement pour trancher cette affaire de filiation des enfants. Maintenant, à partir du moment où ils sont condamnés, en principe, ils sont supposés ne pas être les parents de ces enfants-là. Et maintenant, on doit, je ne sais pas, les reprendre à leurs supposés parents, et peut-être en faire des pupilles de la nation, ou bien on va les retourner au Nigeria, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, véritablement, aujourd'hui, ces enfants ont été également atteints dans leur dignité, puisqu'ils ont le droit également, en tant qu'être humain, effectivement, à ce qu'ils soient traités dignement. C'est pour ça que j'ai dit que la Convention sur le droit de l'enfant et la Charte africaine de droit et de bien-être de l'enfant, il dit qu'à chaque fois, quand on va décider, en tout cas dans une affaire qui concerne l'enfant, il faut tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants. Et aujourd'hui, je pense que s'il y a un intérêt supérieur de ces enfants-là,
aujourd'hui, ils préféraient justement rester avec leur famille, qui la plupart d'entre eux vraiment sont des familles aisées qui pourraient justement leur garantir vraiment l'avenir. Je pense qu'il va falloir sur le plan quand même juridique revenir aux civils pour pouvoir décider, même si on va même si c'est pas cela que la procédure avait prévu. Si on va leur attribuer, la procédure a prévu que les civils soient d'abord évacués. Mais bien sûr, en l'espèce, c'est la seule matière où on dit que le civil tient pratiquement le criminel en l'état. Malheureusement, ce n'est pas la procédure qui a été suivie. C'est ça. Tout à fait. Alors, Hussein Issa, rapidement. Rapidement, moi, ce que je veux dire, c'est que, bon, on sait que, comme avait dit, le jugement est intervenu, je crois, en mars. Le 13 mars. Le 13 mars, on les a laissés quand même les condamner, on les a laissés pratiquement pendant 2 mois. Et voilà, un beau matin, en plein milieu de jeunes, ou du moins en début de jeunes, on fait appel à eux. Parce qu'il faut dire, par rapport à ce même dossier, c'est que le jour même, le 13 mars, un des condamnés, qui a occupé de 5 ans de prison, a été quand même mis sous mandat de dépôt le jour même. On pouvait immédiatement... Le jour même, il a été directement conduit donc, à la maison d'arrêt. On aurait dû le faire également pour les tous les autres. Pour tous les autres, à ce moment, ça n'allait pas être un peu, comme on avait dit, être interprété d'une façon. Oui, bien sûr, mais qu'on attend pratiquement 2 mois plus tard, pendant le mois, un mois béni, pendant ce mois, on prend des pères de famille et puis on les dépose. Moi, je dis, c'est ça un peu, moi, que je trouve un peu déplorable. On pouvait laisser que le mois s'achève et puis bon, on met à exécution la décision. Tout à fait. Ça coûtait quoi? À partir du moment où on a écoulé 2 mois, qu'est-ce que ça coûte de laisser ces gens-là faire leur jeûne comment dire, dehors? Parce que là, qu'est-ce que ça va poser comme problème? C'est que c'est le problème de déplacement. C'est le problème de, comme on avait dit, de ceux qui sont à Kolo, ceux qui sont les bas et ceux-là qui sont à Assaï, ceux qui sont à Assaï. Tout ça, c'est directement, on pouvait éviter ça et puis faire en sorte que, et comment veut dire, que ça se passe après le jeûne, et que de l'autre côté aussi, la situation des enfants, comme le docteur vient de le poser, bon, il faut bien décider du sort de ces enfants-là. Finalement, il faut bien qu'un jour on décide du sort de ces enfants. Mais ces enfants, parce que tout simplement, à partir du moment où on considère que ce n'est pas leurs parents légitimes, il faut bien décider de tout à fait. L'enquêteur du 1er juin a titré ici l'interrogation que je vous pose également au CENI. Rapidement, quelle carte reste-t-il à Hamamadou? On sait que l'élément central ici, qu'on le dise ou pas, c'est quand même l'ancien président de l'Assemblée nationale qui est impliqué au même titre que son épouse dans cette affaire et que selon ses partisans qu'on voudrait atteindre indirectement. Alors, quelle carte reste-t-il à Hamamadou selon vous? Oui, quel cap on sait que depuis pratiquement l'un de toutes les élections, quand il est allé en France, il n'a pas décidé de revenir. En mars 2016 notamment? Oui, bien sûr, parce que tout simplement, il considérait que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il puisse revenir dans le pays. Et puis quand on voit comment on a déclenché encore la procédure pour condamner, et dans quelles circonstances le jugement s'est déroulé, moi j'ai dit quelque part, c'est qu'il va continuer à rester. Et il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il a saisi, je crois, la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO. Oui. On ne sait pas, peut-être qu'en fonction de ce que la Cour va décider, on ne sait pas quelle va être sa posture. Mais dans tous les cas, moi je me dis quelque part, il n'est pas évident qu'il descende. Il descend pour le moment. Oui. Alors, docteur, quelle carte reste-t-il à jouer à Hamamadou? Et en dehors de cette procédure devant la Cour de justice de la CEDEAO, il y a quand même aussi la procédure devant la Cour de cassation. Ça me tient assez conscient des exceptions soulevées par la défense au cours de ce procès du 13 mars à la Cour d'appel. Oui, par rapport à ça, je pense qu'une fois j'avais déjà donné mon point de vue, parce qu'effectivement, au regard de dispositions du Code de procédure pénale par rapport à cette affaire, où pour que le pourvoi en cassation soit recevable en cette matière, donc il est dit qu'il faut que le condamné se constitue prisonnier ou bien qu'il obtienne la dispense de la juridiction qui a rendu la décision, donc en l'espèce la Cour d'appel. Je ne sais pas si M. Hamamadou a fait le pourvoi en cassation ou pas. De toute façon, il n'est pas venu pour se constituer prisonnier. Donc je pense que c'est la condition de recevabilité même du pourvoi en cassation. Si cela n'a pas fait, il n'a pas en tout cas demandé la dispense, c'est qui dans le contexte actuel serait difficile de lui accorder ça. Donc je pense que le pourvoi ne sera pas recevable et la décision à son égard comme à l'égard de ceux qui ont été pris donc est devenue définitive et par conséquent cette décision doit être exécutée. Cela veut dire concrètement que M. Hamamadou va justement purger le reste de la peine qu'il doit purger, je crois à peu près 8 mois, ce qui est sûr. Le jour où il rentre au Niger, c'est sûrement que
il sera effectivement arrêté pour aller purger le restant de sa peine de 8 mois. Maintenant, sur le plan politique, là également, il faut le dire, son avenir politique aussi n'est pas reluisant, puisque vous le savez très bien que mention sera faite sur son casier judiciaire par rapport à cette condamnation, qui sera certainement exécutée, puisque ça a été exécuté pour les autres hommes politiques, par exemple pour Abdoulabo, ça sera exécuté, et certainement qu'en 2021, pour les besoins de la candidature aux élections présidentielles, lorsqu'il en fera la demande de son casier judiciaire, il va le faire, et puis le code électoral en ce qui concerne les conditions aussi pour les élections présidentielles. Il dit que le candidat ne doit pas faire l'objet d'une condamnation, d'une peine d'emprisonnement d'1 an à la limite. Donc je pense qu'aujourd'hui, du point de vue de son avenir politique, à moins que dans un souci de réconciliation, que le président de la République peut-être puisse un peu le gracier, peut-être un peu à l'avenir. Bon, on ne sait jamais. Peut-être juste le temps que voilà, bon, là peut-être cette hypothèse ça peut marcher, ou bien même après qu'il soit réhabilité, ou la procédure devant la Cour de justice de la CEDEAO. Bon, là, vous savez, la question de la Cour de justice de la CEDEAO, parce que moi, depuis que j'ai vu le précédent au niveau du Burkina Faso, par rapport au CDP, où effectivement, lorsque le parti a été interdit et c'est responsable de se présenter aux élections, si vous vous rappelez, au niveau du Burkina, effectivement, ils avaient saisi la Cour de justice de la CEDEAO, qui a condamné l'État du Burkina en ce que, effectivement, les droits des leaders du CDP du parti a été violé et que cette décision de justice n'a pas été respectée. Vous savez, les États, c'est vrai, c'est eux qui ont créé ces institutions, mais deux fois, face à certains intérêts, ils mettent en avant leur souveraineté pour ne pas exécuter. Dans le cas du Niger, il me semble que l'État du Niger a été condamné à verser plus de 400 milliards de dommages et intérêts à la famille Barré, et jusque-là, cela n'a pas été exécuté. Donc je pense que ne soyez pas surpris au cas où même la Cour de justice de la CEDEAO justement donne raison à M. Mamadou dans le cadre de cette même si dans certains cas, des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ont été respectées par dans l'affaire Kadida Toumani Koro, par exemple, et même dans l'affaire de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou également, où la Cour avait déclaré sa détention prolongée illégale. Oui, bon, ça a fait, mais il n'a pas été libéré immédiatement. Je pense que ce n'est que plus tard après qu'il a été libéré. Donc je pense que surtout, moi, de mon point de vue, puisque ça c'est un dossier politico-judiciaire, donc je pense que ce n'est pas aussi, il ne faut pas que les gens pensent que c'est aussi facile que ça. Dès que la Cour de justice de la CEDEAO rend sa décision, ça sera exécuté vraiment à la lettre et illico presto. Tout à fait. Diligent par rapport à ça. Alors très rapidement, cette dernière question, vous avez commencé à l'effleurer tout à l'heure, c'est ces requêtes de levée d'immunité et de mise en accusation de certains anciens ministres qui est en train de passer à la trappe. On n'en parle plus, pourtant c'est en grande pompe que le gouvernement a introduit ces requêtes au niveau de l'Assemblée nationale. Et l'enquêteur du 29 mai, la majorité parlementaire divisée. La majorité parlementaire divisée. Et puis le journal La Rue de l'Histoire, titre levée d'immunité et mise en accusation, un revers pour le gouvernement. Levée d'immunité et mise en accusation, un revers pour le gouvernement. Alors, Hussein. Mais en réalité, ça traduit tout simplement ce que je viens de dire, la question de l'impunité. Parce que normalement, une fois qu'on demande à ce que l'immunité d'un député soit levée, le gouvernement demande à ce que l'immunité affecte que le député puisse répondre des faits qui lui soient reprochés. Il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait blocage au niveau de l'Assemblée. En tout cas, même s'il y a blocage, il faut que la procédure suive son cours jusqu'à, en tout cas, au vote. Comme on l'a vu par le passé avec les Amani Haruna, c'était, comme avait dit, Ari Ibrahim, à l'époque, en 2005, je crois, quand il s'est agi, en 2005, je crois bien, de l'affaire Meba. Mais on a vu aussi la levée de l'immunité de certains députés où les immunités ont été levées. Récemment, mais aujourd'hui, sous le premier quinquennat mais aujourd'hui, pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Parce que tout simplement, les gens veulent se protéger mutuellement. Nous ne sommes pas d'accord qu'on lève l'immunité d'un tel, nous ne sommes pas d'accord qu'on mette en accusation. Ça, c'est pas normal, c'est pas une démocratie qu'on est en train de faire. Mais quand il s'agit certainement, et je vais le dire tout, si c'était un député de l'opposition, je vous dis, ça allait être systématique. Il n'y aura pas de machin, les gens vont aller directement, ils vont lever l'immunité. Mais pourquoi ça devient un problème aujourd'hui? Ça devient un problème parce que tout simplement, les gens traînent des casseroles et ils se connaissent les uns les autres, quoi. Tu m'embêtes, moi aussi, je vais dire ce que tu as fait. Voilà un peu l'enjeu.
Voilà un peu, c'est ça qui fait que bon, ça s'est tassé. Et il faut s'attendre à ce que ça ne revienne plus en surface. En tout cas, ce ne sera pas discuté au cours de cette... Oui, mais non, c'est fini, ça veut dire que c'est fini. Parce que le gouvernement avait introduit oui, ça. Au meilleur des cas, peut-être à la session ordinaire. Mais ce n'est pas évident, c'est fini. Et au pire des cas, sera complètement abandonné. Non, c'est fini, ils ont abandonné ça. Oui. Alors, docteur, oui, mais il semble que selon certains journaux, notamment l'enquêteur, cela a fait l'objet d'une réunion entre le Premier ministre, le président de l'Assemblée et les députés de la majorité. Et même là, il n'y a pas eu accord, les députés ayant refusé systématiquement d'aller dans le sens du souhait du gouvernement de voir cette immunité levée du député Sidi Lamine ou la mise en accusation votée contre les deux ministres Ousmane Galadima et Laoui Chebou. Oui, ça me rappelle tout à l'heure le point, je crois que où on a discuté sur le journal du dimanche, quand le président de la République dit qu'il n'y a pas de crise. Je pense que rien que ça, c'est une crise au sein de la majorité. Lorsque c'est le gouvernement, dans le cadre de la poursuite engagée contre l'impunité dans cette affaire, qui a introduit la demande de levée de l'immunité parlementaire du député, la mise en accusation en tout cas de ses ministres, et que sa propre majorité justement bloque ça, ça veut dire qu'il y a une crise et que le gouvernement n'arrive pas justement à débloquer cette situation. Ça pose que... Et le titre de la route de sort est donc justifié. Un revers pour le gouvernement. C'est vraiment un revers. C'est vraiment un revers parce que là, c'est comme si l'Assemblée nationale a porté un coup dur à la lutte contre l'impunité engagée par le président de la République. Parce que c'est quand même c'est sa volonté, il a réaffirmé au cours du second mandat qu'il va inscrire sa priorité, c'est la lutte contre l'impunité. Et voilà aujourd'hui que sa propre majorité arrête net cette volonté, justement maintenant, et puis des autres dossiers. Si on soustrait certains, en tout cas, à la poursuite, en tout cas, pénale, au regard des infractions qu'ils ont commises, parce que tout simplement, ils ont une immunité, ou bien les autres, donc, puisque j'ai vu des journaux antérieurs qui ont parlé d'un certain clanisme qui s'est développé autour de cette affaire, où les autres disent que, bon, si on ne peut pas lever l'immunité parlementaire de notre frère, de notre parent, nous aussi, nous n'allons pas accepter à ce qu'on mette en accusation un de notre. Donc, je pense que cela est extrêmement grave du point de vue de la gouvernance. Aujourd'hui, il y a une obstruction à la manifestation de la vérité dans ce dossier, et je pense que le président de la République doit quand même s'assumer en tant que président de la République dans un régime semi-présidentiel. Je pense que cela est extrêmement grave. À la limite, c'est un affront qui lui a été lancé et par rapport justement à cette barrière qui a été dressée et contre l'impunité. Et comme vous l'avez dit, effectivement, il semblerait qu'il y a une réunion de la majorité parlementaire qui avait regroupé le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre pour un peu, en tout cas, faire entendre raison aux députés de la majorité qui refusent justement aller dans le sens voulu par le gouvernement afin justement de juger ces affaires-là. Je pense que là également, c'était la déception. Il semblerait que bon, les gens se sont même séparés à queue de poisson. Ça prouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas une maîtrise, en tout cas, de la majorité parlementaire qui n'est pas... en tout cas discipliné dans une certaine mesure et vis-à-vis justement de cette volonté du président de la République qui voulait faire. Et je pense que là, ça fragilise vraiment la posture du président. Et si aujourd'hui, ils arrivent à réussir à bloquer cela, donc la levée de l'immunité et la mise en accusation, je ne pense pas que demain, ça va se faire. C'est pour ça, il y a longtemps, on disait que de faire très attention parce que beaucoup de députés considèrent la fonction parlementaire comme étant, en tout cas le Parlement comme étant un repère vraiment des délinquants, des gens qui auront détourné des deniers publics ou en tout cas qui traînent des casseroles pour avoir commis telle ou telle infraction. Ils cherchent un mandat parlementaire et maintenant ils sont protégés par cette immunité. Et voilà l'exemple qui vient d'être donné à travers ce comportement-là. Je pense qu'il ne grandit pas l'institution parlementaire ailleurs. Si ça continue, je suis convaincu que vers la fin, le président de la République, bon, peut-être il n'aura pas le courage de le faire, il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale et pouvoir vraiment tranquillement... oui, non, moi c'est ce que je pense. Moi je rêve, peut-être. Mais c'est ça la réponse. Parce que c'est aussi ça le régime semi-présidentiel. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils ont bloqué. Mais lui, il a l'arme redoutable entre ses mains. La dissolution, le droit de dissolution. Ouais, de l'Assemblée. Voilà. Merci, Dr Amadou ça relève du domaine du rêve, c'est ça. Merci, Nissa. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été notre pour presse de cette semaine. Bonne fin de semaine sur les programmes de la télévision, de la radio, télévision préférée. Rendez-vous sur le prochain, Inch'Allah. Au revoir.